Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6388, votre émission sur le thème de la création de jeux de société. À l'occasion des fêtes de Pâques, c'est moi-même, Anya, qui va vous accompagner le long de cet épisode très spécial. Et pour ce faire, je reçois à mes côtés David, auteur de Dig a Way Out, petit jeu de plateau édité par Borderline. Comment tu vas, David ? Ça va et toi, Anya ? Bah écoute, ça va. Alors juste pour recontextualiser un peu, pour ceux qui ne connaissent absolument pas, Dig a Way Out, c'est un jeu de plateau qui est sorti en 2020, donc pile poil pour les périodes de confinement, ce qui du coup a dû vous arranger pas mal. Et on y joue en fait le rôle d'un prisonnier qui est supposé creuser littéralement son trou pour s'échapper de prison. Est-ce que c'est bien résumé ? C'est bien résumé, c'est ça. Après, je sais pas si c'était pas mal que ça tombe juste avant le confinement, mais effectivement. Disons que je me dis qu'au même titre que l'industrie du jeu vidéo a profité un peu de cette période de quarantaine pour faire ses chiffres, le jeu de plateau a dû lui aussi quelque part trouver son public. Après, forcément la quarantaine, on la fête pas en soi. Mais en tout cas, En tout cas, c'était thématique. On était enfermés chez nous. C'est ça, exactement. On pouvait s'enfermer en prison pour jouer. Du coup, moi, je voulais un peu profiter de cet instant pour échanger avec toi et pour parler avec nos auditeurs en fait, comment t'es venue l'idée de la création de ce jeu-là ? Au début, c'était juste une vague idée sans vraiment l'intention d'en faire un vrai jeu derrière, d'essayer de prototyper tout ça. C'était plus, mais je pense comme beaucoup d'auteurs, surtout sur les premiers jeux, à force de jouer, on est confronté à plein de mécaniques, plein de trucs, et puis on réfléchit au jeu qui nous paraîtrait parfait entre guillemets, et surtout moi c'était dans l'idée de faire découvrir le jeu à mes amis non joueurs, et donc j'avais commencé par réfléchir à me faire des scénarios dans la tête sous la douche le soir, juste des idées de mécanique que je trouvais sympas, qui auraient pu convoiter ensemble, mais sans au début forcément me dire je vais le prototyper, je vais en faire un jeu, je vais essayer de le faire éditer après quoi. Donc c'était surtout une façon pour toi de concrétiser un peu le fait que, alors pour recontextualiser un peu, David et moi on se connaît depuis un petit bout de temps, mais voilà, je sais que tous les deux on s'est mis vraiment réellement au jeu de plateau, à jouer au jeu de plateau ensemble, parce qu'on a eu ce petit groupe en commun avec qui on a pu faire pas mal de soirées et découvrir en fait et mettre vraiment un pied dedans. Je pense que toi comme moi, on a été aussi très débutants en la matière la première année et en fait du coup je m'étais bien que ça n'ait pas été une surprise, te voir passer d'un coup de joueur à créateur de jeu, je crois que ça a été ça a été vraiment un point marquant sur à quel moment tu t'es dit là je vais passer de l'autre côté de la barrière et puis je vais commencer à prototyper un truc pour faire jouer les gens en fait. C'est ça en fait, c'est que justement ça s'est pas fait d'un coup. Je pense que je me mentais un peu à moi-même entre guillemets en disant j'irai jamais au bout de cette idée, mais il y avait cette idée qui commençait à germer, puis dès que j'avais un peu de temps j'y repensais dessus. Et en fait c'est un peu comme si j'écrivais d'abord les règles dans ma tête, mais j'avais rien posé sur le papier pendant longtemps. Et je pense que c'était le fait que justement, comme tu dis, on a été initié aux jeux modernes un peu à la même période, et voilà, je testais, j'y suis allé assez goulûment, c'est-à-dire je testais plein de jeux dans tous les sens, j'étais fasciné par ça et je sais pas, ça m'a donné envie aussi avec tout ce à quoi j'ai été confronté, toutes ces inspirations de me dire ça pourrait être intéressant d'imaginer un jeu. Au début c'était juste imaginer un jeu, et après c'est à un moment donné j'arrivais quasiment à faire des parties dans ma tête, ce que je disais souvent, et je me suis dit bon là quand même je vais ouvrir un fichier Word et puis je vais commencer à écrire des règles. Et le fait d'avoir été
seul dans cette phase de création et voilà pour monter la méca, pour la faire tester, pour te faire en fait tous ces scénarios dans ta tête. Est-ce que le fait d'avoir été seul sur la création, ça a été difficile pour toi? Est-ce que tu l'as bien vécu? Oui, je l'ai plutôt bien vécu. Moi, du coup, j'avais pas trop. Enfin, j'étais seul, mais en vrai, oui, sur toute la première partie jusqu'à la toute première mouture du tout premier proto, j'étais vraiment tout seul. Et après, en vrai, peut-être qu'on y viendra plus tard, mais t'es très vite confronté aux joueurs en fait, c'est un petit milieu, donc j'ai vite rencontré d'autres auteurs, donc j'étais pas vraiment seul. C'est-à-dire, j'étais seul à prendre des décisions, mais j'étais pas le seul à avoir un avis et je récoltais plein d'avis. Après, non, d'être seul, pour le coup, c'est vrai que ça va être intéressant, ça va être une toute autre expérience de faire du co-authoring. Mais vu que là c'était un tout premier, j'avais un peu, je pense, envie de cette paternité totale sur le jeu. Bah tu l'as vu du coup, vu que t'as testé les tout premiers Les protos. petits bébés. Ouais. Mais du coup, tu sais qu'aussi j'aimais bien la partie graphisme et illustration. J'ai fait les illustrations des premiers prototypes. Alors ça, c'était clairement mettre la charrue avant les bœufs. C'est pas forcément un conseil d'illustrer totalement le tout premier proto qui n'a jamais fait une seule partie. Au mieux prendre des petits croquis et juste écrire le nom des cartes. Mais ça, c'était moi personnellement un kiff dans la création. Et au début, je le voyais plus comme un projet en fait, c'est petit à petit, le projet prend forme et tu te rends compte que tu as de plus en plus envie de l'amener au bout. Mais au début, c'était pas une volonté de l'amener forcément au bout. Donc c'est ça qui fait que d'y aller tout seul, c'était plus un projet passion entre guillemets que un vrai projet pro de toute façon. Donc du coup, ça me dérangeait pas d'être seul. Parce que effectivement, comme tu le dis, je pense que comparé à d'autres auteurs qui, comme toi, se sont un peu lancés dans l'aventure de façon hasardeuse, le fait d'avoir des notions en graphisme, d'avoir voilà cette patte un peu créa, ça t'a quand même permis de lancer tes premiers protos assez rapidement, parce qu'en fait, dans cette volonté de créer, tu t'es dit enfin moi je me rappelle, je t'ai vu très très vite commencer à designer des cartes, commencer à avoir une idée des persos que tu voulais mettre en place, faire énormément de tests et d'itérations sur ce que serait le plateau final, et ça quelque part le fait d'avoir été créatif dans ta carrière pro a aussi quelque part aidé à ce tremplin-là de dire voilà, j'ai très vite pondu un proto qui déjà même sur le premier test était quand même assez mature en soi, sans parler de mécanique ou quoi, mais Bah, clairement, c'était ça venait aussi justement, comme tu as dit, sans parler de mécanique ou quoi, parce que je suis parti du thème à la base, et c'était vraiment l'idée d'avoir un jeu immersif. Et donc du coup, pour moi, l'immersion, surtout moi en tant que joueur, je fais partie des gens qui sont un peu très attirés, on va dire, même par les graphismes et la qualité du matériel, la beauté d'un jeu. C'est-à-dire que bon, je joue aussi à des jeux très moches qui sont excellents, mais je vais être le premier à tomber un peu dans le piège du beau jeu sur Kickstarter où bon, on fait pas trop gaffe au gameplay parce que juste les illustrations sont magnifiques et tout. Donc j'ai cette sensibilité-là, donc forcément, dans mon premier proto, je voulais déjà qu'il ait un peu de la gueule. Et aussi parce que ouais, pour moi, ça, dans un jeu qui se veut immersif, ça participe énormément. Bon, alors c'est pas pour ça que mes premières cartes étaient magnifiques, hein, mais en tout cas elles étaient illustrées dans le style que je sais faire, parce que comme tu l'as dit, je suis de formation graphiste, pas illustrateur non plus. Donc je savais que ça allait pas du tout être des illustrations finales, c'était juste pour qu'ils soient agréables à jouer. Et clairement, ça aide aussi, je sais pas si c'était exactement ça ta question, mais ça aide aussi pour trouver après plus tard des cobayes, enfin des testeurs. C'est-à-dire qu'un jeu, effectivement, qui est fait juste sur des petits bouts de papier A4 griffonnés au crayon de papier, les gens vont moins s'arrêter sur ton stand quand t'es en festival ou quoi, alors que si t'as un jeu qui ressemble un petit peu à un jeu fini, t'as plus de chances de trouver des volontaires pour venir tester ton jeu. Même si en vrai, mécaniquement, peut-être qu'il l'est pas du tout, mais juste il a, au moins en termes de matériel, il ressemble plus à un jeu fini. Et est-ce que tu as une idée vague aujourd'hui du nombre de protos que tu as fabriqué sur cette période-là? Alors, le nombre de versions ou le nombre de boîtes de protos? Le nombre de versions, plutôt. Ok, nombre de versions, alors sans compter les petites modifications, parce qu'en fait, t'as jamais... Enfin, si, t'en as quelques-unes, mais t'as beaucoup moins de refonte totale.
mais à chaque fois c'est des petits ajouts, des modifications de cartes, tout ça. Donc heureusement d'ailleurs, t'as pas besoin de remassicoter les 100 et quelques cartes de tout le jeu. Mais je dirais qu'il y en a eu 3 principales en proto, et après bien sûr avec Borderline, il y a eu une 4e version. Il y en a eu 3 principales. La toute première qui était en jeu que de cartes, que j'ai pas lâché pendant longtemps. Je voulais absolument pas mettre un plateau. Mon idée à la base c'était de faire un jeu de cartes. J'aimais bien les jeux où il y avait juste des cartes et tout ça, sauf qu'en fait le plateau il s'est imposé très vite. Donc il y a eu une 2e version avec le plateau et une 3e version avec où j'ai revu toutes les cartes, l'équilibrage des cartes. Donc là c'était pas tant graphiquement ou mécaniquement qu'en termes d'équilibrage, on va dire, où là j'ai refait une version où j'ai changé toute la valeur de certaines cartes, le nombre d'occurrences de d'autres, et j'en avais profité aussi pour ajouter d'autres types de cartes. Donc ouais, je dirais il y a eu 3 versions principales, mais qui ont toutes eu des petites déclinaisons, des essais avec on va changer tel pouvoir de telle carte, enfin telle action de telle carte pour voir si ça marche mieux, tout ça. Et après, il y a eu aussi, à la toute fin, je dirais, il y a eu quelques changements de règles, mais qui n'ont pas nécessité de modifier le proto, parce que c'était purement de la règle. Et pourtant, c'était pas forcément les plus petits changements, quoi. Donc parfois, tu peux avoir un gros gap qui change vraiment tout ton jeu, mais en vrai qui en termes de matériel change rien du tout. Ouais, parce que effectivement, je pense que là-dessus et je pense que je pense que c'est aussi parce que quelque part t'es venu avec une idée très fixe en tête dès le départ. C'est que après avoir fait les parties tests, il me semble pas qu'il y ait eu de grosse remise en question de la méca en elle-même telle que tu l'avais pensée. Arrête-moi hein, si je me trompe là-dessus. Je sais pas si tu te souviens de la toute première partie. Moi, elle m'a énormément marqué parce que je pense que c'est celle qui aurait pu faire que le jeu n'existait pas. Hein. Quand tu fais une toute première partie, s'il y a vraiment rien qui se passe bien, tu te rends compte que t'as perdu du temps sur une mauvaise idée et puis tu dis next quoi. Et la toute première partie, c'était après le travail sur notre lieu de travail où on travaillait ensemble avec avec d'autres collègues. Du coup, tout le monde n'était pas joueur. Il y avait on était moitié joueur, moitié non joueur, on va dire, enfin non joueur de jeux modernes, voilà. Et j'avais dû mettre fin à la partie parce que je voyais très bien qu'elle allait jamais se terminer. C'était injouable en l'état. Il y avait l'équilibrage était pas bon, mais sur une toute première partie, voilà, on imagine des trucs dans sa tête et on se rend compte que en fait dans les faits ça marche pas comme ça. Donc les lieux, c'était des cartes lieux, il y avait plein de lourdeurs, j'avais mis 2 fois plus de règles que ce qu'il y a maintenant. On pouvait faire des échanges, il y avait plein de négoces, mais du coup ça rallongeait le jeu. Mais donc là on pourrait se dire du coup pourquoi t'as continué, parce que ça avait l'air de pas s'être bien passé du tout. Mais du coup vous aviez l'air tous de vous amuser quoi. Juste il y avait pas où il y avait des moments où on voyait bien que ça va traîner en longueur, mais c'est moi qui avais dû mettre fin au jeu, c'est pas les gens qui avaient dit bon là on arrête, il est tard, alors que je crois que ça avait duré 1h30 sur un jeu que moi je voulais en moins d'1 heure. Et je me rendais compte que personne n'était à la moitié des points de victoire quoi. Je sais plus, j'avais dû faire un truc en 20 points de victoire en plus au début. Voilà, il y avait aucun calibrage, mais je voyais que l'ambiance que je voulais était là. Il y avait quand même cette ambiance tendue qui peut se retrouver en prison, qui était ce que je voulais. Je voulais pas un jeu calculatoire, je voulais un jeu d'immersion. Forcément, l'ambiance, le contexte thématique de la prison faisait qu'il y avait des blagues qui fusaient autour de la table. Enfin voilà, je voyais que dans le concept, je tenais un truc. C'était clairement brut et à peaufiner, mais après coup, c'est vrai que j'ai identifié énormément des grosses lourdeurs sur cette première partie, donc j'ai pu le peaufiner, mais il n'y a pas eu de grosse remise en question totale, mais il y a eu quand même heureusement des peaufinements. Ouais, effectivement, il y a eu cette première partie mais en fait, pour moi, et encore une fois, là-dessus, c'est pas moi qui suis experte, hein, mais tu l'as testé beaucoup de fois, jamais on s'est dit, à un moment donné, jamais on s'est dit autour de la table, non, c'est déconné, c'est déconné, on n'est pas sur la bonne voie, tu vois. Effectivement, ça a été très très long au départ parce que voilà, il y avait ce côté équilibrage et ça, je pense qu'il y a très peu d'auteurs, à part ceux qui ont déjà pas mal de jeux dans leur poche d'éditer. Il y a très peu d'auteurs qui peuvent se vanter d'avoir trouvé le timing idéal et le setup idéal pour en fait encadrer une partie convenablement dès les premiers tests. Ouais.
et là, je pense qu'effectivement, ce premier test proto qu'on avait fait à l'époque avait ce côté voilà très innocent de voilà, on veut d'abord tester et en fait on s'est très très vite pris au jeu parce que voilà, on était tous une bande de potes aussi à l'époque. Du coup, ça a aidé pas mal à l'immersion. Mais ouais, en fait, je pense me rappeler très clairement qu'à aucun moment, aucun d'entre nous n'a arrêté d'être enjoué, dans le sens où on a tous cru vraiment day one que ça avait du potentiel, en fait. Bah ouais, c'est un peu ce qui m'a justement, enfin dans mon souvenir, hein, que j'ai de cette partie d'il y a maintenant presque 6 ans, j'ai l'impression. C'est un peu le souvenir que j'avais. Je pense que j'étais même presque le plus déçu parce que je devais me faire une idée moi enfin, j'imagine que j'avais dû me rendre compte que j'allais devoir abandonner des idées auxquelles je tenais sur le papier mais qui fonctionnaient pas. Mais vous découvriez tous, donc ouais, c'était clairement. Mais de toute façon, ça c'est un truc qui là c'était le cas avec vous. En plus, c'était de voir ces potes qui s'amusent autour d'un truc qu'on a créé, c'est top. Mais j'irais presque jusqu'à dire c'est encore mieux quand tu vois des inconnus. Donc c'est ce qui est arrivé après en festival. S'amuser avec, et c'est à chaque fois que t'as un petit coup de mou, c'est quand tu vois des gens s'amuser avec, c'est ça qui te rebooste. Donc je pense que ouais, là c'était le fait de voir que les gens s'étaient amusés, qui m'ont dit bon bah ok, faut continuer même s'il y a plein de trucs qui vont pas, quoi. Ouais. Et du coup, en parlant de festival, toi, t'en as fait pas mal sur voilà cette période où entre déjà avec les 3 différentes versions que t'as dû maturer de ton côté. Est-ce que ça a été du coup cette 3e grosse version que t'as commencé à vouloir montrer aux autres sur ces festivals? La 2e et la 3e, je pense qu'on fait des festivals. La toute première, celle qu'avec des cartes, elle a connu les collègues, les amis. Du coup, j'ai un groupe de potes qui avait une asso à l'époque aussi, donc qui faisait mensuellement une soirée jeu, une journée jeu dans un bar le week-end. Donc ça me permettait aussi quand même d'aller le faire tester à des joueurs que je connaissais pas, donc, qui allaient me donner un avis normalement objectif. Et ouais, donc du coup la 2e année, je dirais j'ai fait plus des bars à jeux. Je sais pas si je peux les citer, mais surtout à l'époque, maintenant forcément avec le confinement il y en a plus, mais à l'époque il y avait beaucoup de bars à jeux qui proposaient des soirées proto, donc ça c'était super cool. Donc il y avait le Mésia, le Nid, enfin là je parle pour Paris du coup. J'avais fait un autre troll de jeu aussi, une boutique de jeux qui proposait ça. Enfin bref, donc là j'avais pu le faire confronter à des joueurs pour le coup. Donc c'était cool aussi parce que dans mes groupes de potes j'avais pas que des joueurs, donc j'avais pu avoir des avis de gens qui connaissent que le Uno et le Monopoly, quoi. Et en fait ce que je voulais à la base aussi, c'était je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup j'en profite pour le dire là. Ce que je voulais aussi, c'était justement créer un jeu que je puisse faire jouer, que je puisse jouer avec tous mes potes, ceux qui ont l'habitude de jouer et ceux qui ont moins l'habitude de jouer. Parce que c'était justement à un moment donné où j'étais en train de découvrir ça, et je voulais faire découvrir cette passion à mes potes non joueurs, et souvent je devais rentrer par des jeux plutôt familiaux parce qu'on n'arrive pas direct avec un jeu expert quand même. Et souvent c'était, je pense à un groupe de potes en particulier, c'était des thématiques qui leur plaisaient pas trop, quoi. Et après du coup, pour en revenir à ta question sur les festivals, ouais, j'ai fait du coup Ludinor, PEL, 2 années de suite. J'ai fait 2 Protolab à Cannes. Et là, c'était la version 2. En fait, c'est tout ce qui a servi à passer de la version 2 à la version 3, quoi. Tous ces festivals-là. Et là, c'est énorme de recevoir autant d'avis, de typologies de joueurs différents. Enfin, sur Ludinor, je sais plus combien j'avais fait de parties, mais ça avait pas arrêté. J'avais un pote qui était venu m'aider pour qu'on ait tout le temps deux parties qui tournent. Enfin, ouais, là, en un week-end, on peut récupérer un nombre d'avis de joueurs, de stats aussi, de durée de partie. Pour l'équilibrage, je pense que c'est essentiel pour avoir un jeu qui tourne vraiment bien. Parce que t'as des jeux qui tournent. En fait, il a tourné assez vite, mais pour qu'il tourne vraiment bien. Et qu'on reste sur un temps de partie à peu près
réglementaires par rapport au temps annoncé sur la boîte. Tout ça, ça demandait beaucoup de tests, quoi. Est-ce que à un moment donné, justement, entre cette version 2 et cette version 3 que tu mentionnes, il y a eu un déclic, un vrai déclic qui t'a fait passer le pas et te dire ok, maintenant que je suis accoutumée au festival et que j'ai fait tester à X personnes, est-ce que il y a eu un moment où tu t'es dit bah là c'est bon, là je me sens prêt à montrer ça à des éditeurs et à commencer à vraiment rentrer dans cette démarche de voilà, j'ai envie de concrétiser. Ouais, clairement, il y a un moment donné, je me suis rendu compte, je me rappelle même des tout derniers ajouts où je me suis dit, ok, ça c'est effectivement le petit truc qui manquait, qui fait que maintenant pour moi il bouge plus, quoi. En vrai, il a bougé encore parce qu'après avec l'éditeur on rechange un petit peu des trucs, mais il y a un moment donné où je me suis dit, ok, là il est prêt. Bah en l'occurrence c'était deux règles que j'avais fait pour compenser le hasard du dé, qui était un des derniers retours négatifs qui revenait pour les gens qui étaient vraiment allergiques au dé, qui avaient du mal avec voilà, même si le dé n'impose pas en plus un déplacement, t'as un choix restreint, mais donc du coup j'avais ajouté la règle du 2 actions pour aller où tu veux, et la règle, bon là ça parle pas à ceux qui connaissent pas les règles, mais et j'avais rajouté le gang des bikers, qui était un gang spécialisé en pouvoir de déplacement, donc qui te permettait d'avoir des alternatives au dé pour se déplacer, et ça c'est pour moi les dernières modifications que j'ai fait avant ma V3 finale prête pour l'éditeur, quoi. Enfin, prête pour rechercher un éditeur, entre guillemets. Et est-ce que dans ce process-là, est-ce que tu as une vague idée de, justement, à partir de ce moment où tu as changé de mindset et où tu t'es dit, OK, on y va, est-ce que tu as une vague idée du temps que ça t'a pris pour avoir tes premiers contacts avec ces maisons d'édition avec les premières maisons d'édition qui ont commencé à te dire qu'ils étaient intéressés? Pour le coup assez immédiatement, parce que je m'étais déjà inscrit des premiers contacts c'est facile, il suffit de s'inscrire entre guillemets, hein, c'est facile, mais je veux dire, tout le monde peut prendre un rendez-vous avec un éditeur sur un festival, si t'as un proto, voilà, ça veut pas dire que l'accueil sera... en vrai, des touches, j'en ai pas eu beaucoup, parce qu'à chaque fois, tous les retours que j'avais, c'était sur le thème, en fait, d'avoir un jeu avec une mécanique. En tout cas, à l'époque, je sais pas trop si ça a changé maintenant, mais il y a quelques années, avoir un jeu avec une mécanique qui était plus familiale, d'ailleurs, les 2 prix qu'il a gagné, PEL et Ludinor, enfin il a pas gagné à PEL, il a fait 2e. C'était des catégories famille, mais avec un thème adulte, en prison, où on se met des coups de surin, la monnaie c'est des cigarettes, et c'est souvent ce qu'on me reprochait, donc on m'avait fait des propositions de rethématisation. De toute façon c'était que à Cannes quasiment que j'ai eu des contacts, hein. Il y a eu une fois où justement j'ai cru être prêt, j'étais pas prêt, je suis allé avec mon proto sous le bras à PEL. Je suis allé voir, j'ai fait l'erreur de débutant du premier jeu, hein, je suis allé voir tous les éditeurs qui avaient de la place dans leur agenda, sans me poser la question de est-ce que le jeu allait dans leur ligne éditoriale ou pas, et voilà, et je leur montrais, quoi. Donc forcément, j'ai pas eu grand chose, c'était, je sais plus, ça c'était en 2017-2018. Ah non, c'était avant. C'était en 2016, ouais. Et là, en fait, je cherchais plus des retours, hein, de pro que forcément de le faire éditer, mais bon, j'étais pas encore prêt, clairement. Et après, c'est à Cannes. J'avais rencontré Borderline, ça c'est pour la petite anecdote, en 2016. Donc quand même, sachant que le jeu, j'ai commencé à bosser dessus en 2015, quoi. Donc c'était vraiment au tout premier festival que j'ai fait, qui s'appelle Ludipunk, qui est à Paris. En fait, les autres années, il s'appelait Ludicité, mais cette année-là, il y avait un partenariat entre 2 assos, bref. Et c'était au moment où Borderline, ils sortaient leur premier jeu, qui s'appelle Deal American Dream, et direct ils avaient été intéressés par Dig Out. Ils disaient mais ils avaient déjà prévu, ils avaient l'envie de faire un jeu sur le thème prison, ils avaient testé, ils avaient kiffé, ils avaient dit du coup maintenant qu'on a joué celui-là, on n'a pas envie de faire ça. Enfin bref, on s'était revus, mais eux ils étaient pas prêts parce qu'ils étaient en train de sortir leur premier jeu, donc c'était encore trop jeune pour me signer un contrat, et voilà. Donc et en fait, il a fallu qu'on se recroise 3-4 ans plus tard, 2 ans plus tard, peut-être pas, ouais, c'était en 2018, à Cannes, pour que là, ils avaient sorti Chrome depuis, et là, on s'est recroisés. Oui, parce que effectivement, toi, t'en as sillonné des festivals, et c'est vrai qu'à chaque fois, avec Border, ça a jamais été le bon créneau, parce que voilà, ouais. soit c'était toi qui avait une touche potentielle avec d'autres éditeurs, soit c'était eux qui étaient sur le lancement ou en train d'être dans la réflexion d'un autre jeu. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, vous êtes un peu chassés entre vous.
C'est ça, Et, tous les ans, on se et- recroisait sur un festival et soit c'était eux, soit c'était moi qui étais pas prêt. Parce que du coup, là t'en parlais, c'est vrai que ça me rappelle ça. En 2017, j'étais aussi à Cannes, mais du coup, mon jeu avait été, donc petite erreur de débutant entre guillemets, mais j'avais bloqué mon jeu pour un éditeur qui m'avait dit oui, mais sans contrat. Au final, ça s'est pas fait et du coup, j'ai perdu toute la saison de tous les festivals. En fait, dans ma tête, j'avais un éditeur, mais en fait, sur le papier, j'en avais pas. Et du coup, c'était l'année où c'était juste après avoir gagné mes prix en plus, donc j'avais eu quelques touches. Pour le coup, gagner un prix, tu te fais contacter quand même par des éditeurs, donc ça c'est cool. Sauf que là, à ce moment-là, moi je croyais avoir déjà un éditeur, donc j'ai pas donné suite, et c'était une petite erreur. Bah, après, effectivement, au vu de la situation, c'était quand même bien parti, je pense, à l'époque, avec l'éditeur avec lequel tu étais supposé signer à l'époque. Ouais. Mais ouais, après, est-ce que là, tu aurais fait les choses autrement, avec plus de précautions? Enfin, Si, ouais, maintenant si, parce que même pour en avoir parlé avec d'autres auteurs, faut jamais bloquer un jeu si t'as pas de contrat, quoi. C'est-à-dire que même si quelqu'un te dit OK, ça t'empêche pas de continuer d'envoyer des protos. Bon, après, c'est vrai que d'envoyer des protos, faut en avoir plein aussi, hein. Ça, c'est un autre il y a problème. un peu de ça. Ouais. C'est qu'il faut les fabriquer, les protos, et puis si tu veux continuer de le faire tester après, faut que t'en gardes un aussi de ton côté. Donc, mais ça empêche pas de continuer en tout cas à faire tester, à rencontrer des éditeurs qui seraient intéressés. Moi, j'étais trop content de penser avoir un éditeur, et voilà, j'avais fermé toutes les autres portes, quoi. Pour en revenir à Border, une fois que tu as eu, du moins une fois que vous avez d'un commun accord dit OK, en fait, on peut commencer à collaborer ensemble. Est-ce que toi, tu avais des a priori à l'époque, sachant que c'était c'était le tout premier jeu que tu voulais éditer, sachant que Border, effectivement, était en train de créer sa renommée, à comparo du premier éditeur avec qui tu voulais signer de base, voilà, eux ils étaient plus petits. Est-ce que t'as pas eu toi des a priori en tant qu'auteur, et est-ce que aujourd'hui tu recommanderais à ceux qui voudraient se lancer dans le milieu, de ne pas prendre peur et de justement prêter attention à ces petites maisons d'édition qui Ouais. finalement Du coup, donnent lieu à des carrément, miracles. ça dépend ce qu'on cherche après en tant qu'auteur, mais je pense que la plupart des auteurs cherchent pas forcément la gloire et l'argent. Je pense qu'ils cherchent plus à faire, surtout sur le premier jeu. Je veux dire, on est plus là. Alors ça veut pas dire que on s'en fout, faut le faire gratos, hein. Mais on est plus là pour la passion. Et moi, du coup, je trouve que c'est un super choix finalement. C'est peut-être même mieux, hein. Je pense que c'était un mal pour un bien de pas avoir signé avec le premier, parce que avec un petit éditeur, tu vas avoir beaucoup plus de contrôle sur le produit fini. Ils vont beaucoup plus te demander ton avis. Un gros éditeur, techniquement, t'en as qui le font, j'imagine. Généralement, en concert, c'est un concert avec l'auteur, mais ils peuvent quand même t'imposer des choix, ou s'ils ont envie d'entièrement rethématiser sur un truc qui toi te plaît pas, te parle pas, une fois que t'as signé avec eux, c'est le bébé techniquement est entre leurs mains, tu vois. Et moi, j'avais un peu de mal à donner comme ça le bébé du fruit de 5 ans de travail. J'ai pas eu à le faire, tu vois, mais justement avec Borderlands, ce qui était cool, c'est que j'ai été dans la boucle tout du long, quoi, même sur le choix de l'illustrateur. Alors ils faisaient des propositions, tu vois, et ils avaient aussi quand même eux un enjeu business derrière que moi j'avais moins, donc ils allaient pas me laisser faire n'importe quoi, mais j'étais graphiste aussi du projet. Du coup, le produit final, j'ai vraiment l'impression que c'est mon jeu tel que je l'ai pensé, tu vois. Je veux pas dire que c'est pas qu'ils ont rien fait, mais je veux dire ils ont rien fait sans moi quasiment, tu vois, à part tout l'aspect business, distribution, tout ça derrière, mais je veux dire sur la conception du jeu et de la mécanique, j'ai été dans toutes les réunions, et je suis pas sûr que ça aurait été le cas avec un très gros éditeur, quoi. Et en plus de ça, au final c'était un petit éditeur, mais qui est devenu assez gros, parce qu'avec Cluster et Chrome quand même ils ont bien marché, donc le jeu se vend pas mal, donc j'ai quand même aussi on va dire j'ai eu les avantages du petit éditeur sans les inconvénients, quoi. Ouais, je vois totalement. Et justement, en parlant un peu plus business, est-ce que voilà, sans rentrer dans le détail du contrat que tu as signé à ce moment-là, est-ce que toi tu as eu une avance sur le contrat? Est-ce que tu as pu toi avoir des leviers de négo sur le pourcentage ou sur la REM?
Oui, ou alors on n'a pas négocié 3 heures. Moi après j'avoue que c'était le genre de truc où, moi je trouve, après ça c'est un peu partout pareil. Je trouve que c'est assez faible, tu vois, genre, mais c'est des royalties, hein, c'est comme pour la littérature, hein, c'est toujours, je trouve que c'est assez faible. Mais par contre, avec Borderline, pour le coup, la négo, si on peut appeler ça comme ça, hein, ils sont assez transparents. Je pense que je peux le dire. J'ai le classique 8%. Enfin, le classique pas tant que ça sur un premier jeu, hein. Il y en a beaucoup qui vont être à moins justement, donc ça c'est plutôt cool. On va dire que sur un premier jeu c'est un bon pourcentage quand même. Et en plus de ça ils m'ont fait un pourcentage beaucoup plus intéressant sur le montant du Kickstarter. Donc ça je pense que c'est pas tous les éditeurs qui le font. Après, je me rappelle plus pour être honnête si j'ai eu une avance ou pas. C'était clairement pas un critère en fait pour moi, donc c'est pas les lignes du contrat sur ça. C'est pareil pour les exemplaires de boîte. Il y a des auteurs qui vont être, enfin tu vas avoir envie d'avoir un certain nombre sur le contrat. Moi je sais plus combien il y en a, mais enfin je sais que si demain j'ai besoin d'une boîte de Dig Out, je peux demander à mon éditeur, ils me l'enverront quoi. Ouais. Et justement, en parlant de nombre de boîtes, est-ce que vous vous étiez mis d'accord sur une quantité de lancement au moment où vous avez vu que le Kickstarter décollait alors, je pense que oui, effectivement, vous aviez eu des stretch goals avec des objectifs très précis, mais est-ce que il y a eu un arrangement sur le combien de boîtes on produisait sur un premier temps et comment vous avez géré derrière le restockage et la reproduction en fait derrière. Alors ça, c'est des questions très éditeurs, beaucoup moins osées. Ouais, non mais alors pour le coup, là-dessus, je te pose la question, mais effectivement, si c'est beaucoup plus Ouais, c'est très orienté éditeur. Moi, enfin, ils me donnent les infos, ils me communiquent ce genre d'infos, mais je t'avoue que je me rappelle même plus. Je saurais même pas te dire exactement combien de boîtes on a vendu. Je sais juste que là, on va faire le 3e tirage, ce qui est super cool parce que déjà, c'est pas tous les jeux qui ont 2 tirages, donc un 3e, c'est top. Donc si ça continue à se vendre, enfin, je sais pas quoi dire à part que ça fait plaisir. En plus, il y a toujours des nouvelles langues qui se font. Là, il y a un éditeur qui a racheté les droits pour, enfin, je dis là, ça fait quelques temps maintenant, pour l'allemand et le néerlandais, je crois. Il y a d'autres langues qui sont en pourparlers. Enfin voilà. Donc moi, je vois les traductions vu que je fais le graphisme. Je vois les fichiers de trad qui passent et tout, donc je vois qu'il y a des langues en négo. Donc c'est cool de savoir aussi que le jeu, il est pas juste en français. Il est joué, là je crois qu'il y a 7 langues du coup. Il est joué à travers le monde dans plein de langues différentes quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que justement, de par ce constat, tu considères toi que c'est un succès? Est-ce que toi, à ton échelle, en tant qu'auteur de ce premier jeu, est-ce que t'en es satisfait? Est-ce que Ah ouais, clairement. Ouais, moi je suis hyper content du produit fini, je suis hyper content de comment ça s'est passé. Bon, je vais pas te dire qu'il n'y a pas eu des moments de petite prise de tête avec l'éditeur, hein, comme toujours, mais je suis hyper content de comment ça s'est passé, de l'avoir fait avec eux. Franchement, sur les ventes, je m'attendais pas à ce que ça marche autant. Tu vois, surtout à une période où il y a tellement de jeux qui sortent maintenant que c'est quand même dur de sortir du lot. Donc je dirais pas que tu vois, il est sorti du lot au point que tout le monde le connaisse, mais franchement. Il s'est bien vendu, il continue de se vendre bien, donc c'est cool, surtout quand on a qu'un seul jeu, quoi. Donc on a qu'un seul bébé dans le milieu du jeu, quoi. Donc ouais, moi je considère franchement le seul truc, t'en parlais en tout début, moi c'est le confinement, le fait qu'il soit sorti juste avant les confinements, parce que du coup le premier tirage est sorti en mars, donc juste avant le premier confinement, et le deuxième tirage est arrivé en novembre pour le deuxième. Voilà. Donc là, le 3e est pas arrivé pour le 3e. Mais du coup, ça veut dire aussi quand même que toutes les boutiques de jeux étaient fermées. Je sais pas si ça... Enfin, tu vois, à part du coup le commander en ligne. Bon. Et moi, ma grosse déception, c'est que j'ai pas dû aller dans les bonnes boutiques. Hein. J'y suis aussi allé quand ils étaient en rupture. Mais j'ai encore jamais vu mon jeu dans une boutique. Je sais qu'il y a été parce qu'il s'est vendu. Hein. J'ai les chiffres des ventes. Mais j'ai encore jamais pu voir dans une boutique de jeux, dans ma boutique de jeux, Dig Out en vitrine quoi. Et justement, est-ce que tu penses que est-ce que vous aviez fait des estimations avec Border à l'époque pour plus ou moins avoir une idée de ce que seraient vos chiffres idéaux en termes de vente, et est-ce que derrière vous avez pu analyser un peu l'impact que le confinement a eu sur les résultats que vous vous étiez fixés ou pas? Alors
là encore une fois, c'est très éditeur. Moi, je sais juste que d'un point de vue perso, je m'étais fixé un objectif à 10 000 boîtes. Parce que c'est un peu, enfin, en tout cas, à l'époque, ce que j'avais entendu dans le secteur, je sais pas du tout quelle valeur ça a, mais j'avais un peu entendu, un jeu qui a marché, c'est un jeu qui s'est vendu à 10 000, quoi, grosso modo. Enfin, quand un jeu a fait 10 000 boîtes, c'est déjà que, voilà, il a pas trop mal marché. Ça le mérite d'être clair, en tout cas. C'était ce que j'avais entendu. Je sais pas du tout quel crédit il faut apporter à ça, mais du coup, moi, c'était un peu un objectif que je m'étais fixé. On les a faites, on les a dépassées, donc du coup, à partir de là, c'est tout bonus pour moi. Et après, l'éditeur, lui, il avait sûrement fait des petits chiffres, des petits calculs, mais c'est moins, là, pour le coup, je suis moins dans ces boucles-là, quoi. Ouais. Et pour un peu clôturer tout ça, aujourd'hui, voilà, au vu du succès que tu as eu avec Dig Out, est-ce que ça, toi, quelque part, tu t'es posé la question de savoir est-ce que tu as envie de te relancer dans l'aventure avec un autre jeu et te relancer dans cette phase de proto et de création? Eh ben, ça m'a titillé pas mal de fois. J'ai commencé plein de petits trucs. Mais déjà, j'arrive pas à trouver un truc qui soit une évidence comme j'ai eu avec Dig Out. Je pense qu'il y a aussi des trucs parfois où j'ai eu Dig Out, je sais pas, c'était une idée qui est venue, ça a marché assez vite comme tu l'avais dit. Je sais pas, après ça a pris du temps, hein, c'est quasiment 6 ans, enfin 5 ans on va dire jusqu'à l'arrivée des boîtes chez les joueurs, quoi. J'ai essayé et pour l'instant je trouve pas d'idée, en tout cas qui me donne envie de me lancer aussi, enfin dans lequel je crois autant que j'avais cru en Dig Out. Donc pour l'instant j'ai rien. C'était une longue réponse pour dire que pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien dans les tuyaux. Non, mais c'est toujours intéressant d'avoir un peu le point de vue détaillé des auteurs. Parce qu'on s'imagine que une fois que le premier bébé est lancé, que voilà, la deuxième idée peut paraître plus ou moins évident ou est moins risqué, désinhibe un peu ce côté, on a moins peur de se lancer, mais effectivement, ce process-là de se dire on se relance sur une autre idée, c'est jamais très évident et c'est bien de le formaliser, je pense. Oui. Après, il y a aussi une question de temps libre, hein, parce que tout ça se fait que sur... Enfin, c'est pas on est un peu rémunéré du coup à la fin, mais les 5 ans de travail d'avant, t'es rémunéré 0 et c'est tout sur ton temps libre. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un travail passion, enfin c'est un projet passion. Et là aussi, il y a aussi le fait qu'en ce moment, j'ai un peu moins de temps libre pour me pencher là-dessus. Peut-être que si j'en avais eu plus, j'aurais fini par trouver une idée qui me donne envie d'y croire et tout ça, mais... C'est de l'investissement quand même, créer un jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un conseil ou voire plusieurs petits conseils que tu voudrais donner à ceux qui voudraient se lancer justement comme toi, qui n'avaient pas du tout, qui n'étaient pas forcément prédisposés à créer un jeu de plateau? Est-ce que aujourd'hui, tu aurais des conseils à leur donner? Oui, après je pense qu'on peut les retrouver un peu partout, mais c'est vrai que parfois justement je suis dans des groupes... d'auteurs qui les reposent et c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais du coup faire tester à balle, faire tester mais pas du tout que par ses amis et sa famille, hein, faire tester par des inconnus. Pour ça du coup, faire les festivals. C'est aussi là où on va. Alors bon, ça va revenir un jour, donc faire les festivals, ils seront là de retour. Et c'est aussi l'occasion de se confronter à des avis de joueurs expérimentés, voire de professionnels, donc ça c'est super cool. Et pas... ça aussi c'est une question qu'on m'avait posée pas mal de fois de graines d'auteur, la meilleure façon de déposer entre guillemets son concept, parce qu'il y a des gens qui ont peur du vol de propriété intellectuelle, je sais pas, enfin vu que c'est un peu compliqué dans ce secteur-là, c'est de le faire jouer en festival, donc ça se recoupe. Parce que plus les gens sauront que ça c'est ton proto et que c'est toi qui l'as fait jouer, c'est la meilleure façon de faire protéger son jeu, parce qu'il n'y a pas on peut pas déposer un jeu en France. Les festivals, faire tester, et puis c'est aussi là où on va faire des rencontres, et c'est aussi via ces rencontres qu'on saura vers quel éditeur se tourner. Pas faire comme moi et aller voir tout et n'importe qui avec son proto sous le bras. Eh ben, écoute, merci David d'avoir été guest sur cet épisode un peu spécial. Merci à toi. Et nous avoir donné ta perspective en tant que auteur. Moi, c'était du coup, comme je vous le dis, c'était une émission un peu à part. Je redonne le micro à Théo et Zef sur les prochaines émissions. Et en attendant, merci à tous de nous avoir écoutés. Et à plus, un de ces 4. Salut.
Fin de transmission.